cette intervention, elle fait suite. Alors, je pensais que je pouvais faire page suivante. À plusieurs articles dans la revue Hors Cadre. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une revue qui existe encore et qui a été en fait à la base, elle est au Poisson, c'est les éditions du Poisson Soluble, l'atelier du Poisson Soluble. C'était Sophie van der Linden, qui est spécialiste de littérature jeunesse, qui l'avait initiée et qui m'avait demandé 2 articles. Donc le premier, oui, vous pouvez faire circuler. Donc dans l'objet livre, c'était la question de l'évolution de l'objet livre et des formes que l'on pouvait voir aujourd'hui autour du livre d'artistes jeunesse en général, et notamment autour de l'œuvre de Bruno Munari. Vous verrez, je vous en parlerai parce que pour moi ça a été une découverte assez fondamentale, Bruno Munari. Et la seconde qui posait la question du design autour des livres numériques et du lien qu'il pouvait y avoir entre l'objet livre et la création numérique, et se poser la question de c'est quoi le design du livre jeunesse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ces liens entre le papier, le numérique, l'évolution de l'objet livre notamment. Je vais revenir beaucoup sur des créations entre 2012 et 2015, parce que c'était assez... c'est à la fois, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça montre vraiment tout ce qui a été expérimenté du côté des applications et du numérique par des artistes, qui sont peut-être exposés d'ailleurs ici aussi, autour de la matérialité, et ce qui a été tenté dans ce cadre-là. On va voir aussi pourquoi ces créations-là, elles ne sont pas restées pérennes, parce qu'au final, ce n'est pas forcément des créations qui ont rencontré leur public, justement pour des problématiques de design, parce qu'on va s'apercevoir que finalement rien ne remplace un livre, et puis qu'une application sur une tablette et un écran, on oublie sa présence et son existence, parce que physiquement l'objet n'existe pas. Et ça peut sembler évident, mais en tout cas ça change tout aussi dans le rapport à la question de la création numérique. Donc je vais revenir sur ces questions-là. Alors Bruno Munari, donc pourquoi ça a été une grande révélation? Je me souviens être allée, donc quand j'étais formatrice, j'avais une espèce de mentor qui était lui-même aussi formateur en littérature jeunesse, qui était quelqu'un qui dirigeait un espace jeunesse à Bobigny. Alors il n'est plus maintenant en bibliothèque, il s'appelait Tony Di Massio. Et puis il m'a emmenée dans un lieu qui s'appelait Les Trois Ours, qui était une association et une maison d'édition, alors qui n'existe plus, mais qui a encore un catalogue en ligne. Et l'idée, je crois que l'équivalent n'existe plus aujourd'hui, c'est vraiment dommage, parce que en plus dans un secteur du livre qui est en train de se concentrer, on ne peut que le regretter, parce que c'est un lieu qui avait été initié par des bibliothécaires autour de la question de l'objet livre, et notamment du livre d'artistes jeunesse. Et je pense que ça fera écho aussi à l'exposition que vous trouverez ici. L'idée, c'était de travailler sur des objets et de penser des livres jeunesse qui sont adaptés aux enfants, mais plus globalement de se poser la question de la matérialité du livre. Donc il y avait des livres en bois, des livres aussi avec un tirage restreint, donc on sortait complètement du champ marketing éditorial, et de se reposer la question de la matérialité de l'objet livre. Et donc Bruno Munari notamment, c'est un artiste du XXe siècle, donc graphiste, peintre, designer, qui a beaucoup réfléchi au livre, et Sophie van der Linden aussi, elle s'est beaucoup aussi appuyée sur ses propos, en disant que le livre, c'est pas uniquement un objet avec du texte et des images, mais c'est aussi un objet qui se touche, qui se manipule. Et donc il a notamment développé ses pré-livres. Alors je vous ai apporté ça. Je me suis retrouvée avec mon gros sac à Tourotte avec mes pré-livres. En disant que, donc là je vous ai mis cette petite phrase, et je trouve que ça va questionner après la question du numérique et des créations qui sont sur le numérique, où cette matérialité manque. Et c'est vrai qu'on est dans une société du tout numérique. On a tendance à dire le livre disparaît, on va lire des livres, pour des questions écologiques, on va aussi supprimer le livre, mais on oublie que c'est très important, d'une part pour l'apprentissage chez les enfants, de toucher, d'avoir la matérialité du livre, mais pour nous aussi, adultes. Enfin, en tout cas, pour moi, je me suis dit que c'était une question très importante, et qu'en termes de design, le livre... c'est déjà un objet très abouti en lui-même. Donc en fait, et c'est vrai que ce qui est fantastique dans ces pré-livres, c'est qu'il y a vraiment un ensemble de matières très différentes, donc avec du papier transparent. Il y a aussi tout un travail qui est fait sur certains papiers qui permettent de faire du bruit. Des papiers tissus, différents types de tissus. Il y a aussi avec des livres en bois. Donc ça aussi, ça a été
dans des expérimentations qui ont été faites à l'association des Trois Ours. Et donc, c'était aussi pour vous dire la question de l'objet livre. Alors moi, je trouve qu'en plus, ces pré-livres, bon, c'est super pour des petits, mais même à faire découvrir à des adolescents, de rappeler ce qu'est l'objet livre et comment on peut fabriquer un livre aussi avec d'autres types de matières et d'autres enjeux de matière. Donc voilà, l'objet livre, c'est aussi du matériel. On verra après un matériau, que c'est aussi des questions écologiques, mais Mounari a vraiment posé cette question aussi de l'apprentissage se fait aussi en touchant. Je pense que c'est pas uniquement pour les enfants, à tous les âges. L'apprentissage se fait en touchant. Il y avait un autre livre, alors malheureusement j'ai eu la mauvaise idée de l'offrir à quelqu'un, en plus que je ne vois plus, mais si j'avais su, je l'aurais gardé. Donc c'est un magnifique livre en bois qui est plutôt plus récent de Colleen Irwin. Colleen Irwin, c'est une artiste et c'est aussi quelqu'un qui a été formatrice Montessori. Alors, on peut faire passer les pré-livres, hein, si tout le monde fait attention, c'est très précieux, ça coûte très cher, c'est un cadeau aussi qu'on m'a fait. Je collectionne les livres d'artistes, mais je serais ravie qu'ils soient manipulés. Et donc Colleen Irwin, c'est une jeune artiste et c'est aussi aux Trois Ours. Alors elle a fait un objet magnifique aussi, alors je l'ai longtemps gardé, je l'ai offert tellement je l'ai aimé, avec un système de découpe en bois et puis un miroir au fond du livre. On pouvait comme ça se voir en ouvrant le livre, et je trouve que là aussi c'est le genre d'expérimentation qui est assez fantastique. Et puis après cette matérialité, je voulais revenir sur les enjeux du numérique. Donc depuis 2010 sur l'édition, sur le monde du livre. Je pense que d'ailleurs sur la conférence Young Adult, vous avez peut-être évoqué, en tout cas moi j'y reviendrai aussi sur ces univers aussi fictionnels qui sont associés beaucoup aux réseaux sociaux, à du marketing, à des déploiements sur différents types de supports. Mais donc moi, dans ma carrière de formatrice, vraiment, il y a eu un avant et un après Apple, et notamment iPad. Parce qu'à l'époque, j'étais à Lecture Jeunesse, et 2 ans après, toutes les bibliothèques me demandaient des formations sur les applications numériques, parce que les élus et tout le monde faisaient l'acquisition de tablettes numériques. Je pense qu'il y en a eu aussi au centre André-François. Et l'enjeu, c'était de faire et de communiquer sur les médiathèques numériques avec des ateliers autour du numérique pour les enfants, pour les ados. Et c'était très compliqué pour les bibliothécaires à l'époque. Enfin, je ne sais pas si vous avez eu ça aussi, des tablettes qu'il fallait proposer. Et donc, il fallait trouver et innover. Donc là, je vous ai mis l'annonce sur le marché en 2010 de la tablette iPad. Et les éditeurs eux-mêmes se sont lancés sur ce créneau avec beaucoup de nouveaux acteurs qui ont créé. Alors après, il y a eu des choses très intéressantes. Donc, pour vous dire, Gallimard avait créé donc un segment numérique, avait recruté des gens. Enfin, je crois que toutes les grosses maisons d'édition, Hachette, Gallimard. Dans le scolaire aussi, il y a eu vraiment des bulles d'innovation numérique. Je crois que tout le monde maintenant est ou licencié, ou en tout cas c'est fini. Mais il y avait la volonté de se dire c'est un nouveau marché. Nous allons trouver de nouveaux lecteurs sur les formats numériques. Alors après, ce qui s'est passé, c'est que les éditeurs se sont rendus compte que, d'une part, ils n'avaient pas les compétences autour du numérique. Ça coûtait très cher. Que le marché et l'économie de l'application n'étaient pas du tout que le même que celui du livre. C'était des coûts faramineux, et sachant qu'une application, souvent on attend qu'elle soit gratuite, en tout cas les univers numériques, on s'attend à une certaine forme de gratuité, ou à des coûts qui devaient être entre 5 ou 9 euros sur tablette. Donc la plupart de ces expérimentations, après, elles sont intéressantes à suivre et à regarder. Mais alors c'est toujours disponible, je regardais ces applications sur les plateformes Apple ou côté Google. Il y a eu du coup, donc, par exemple, des transformations. En tout cas, ça a permis aux éditeurs de se rapprocher de nouveaux acteurs. Donc là, j'ai pris l'exemple de Moi j'attends de David Callier et Serge Bloch, qui était aussi un album. Ça fait partie des applications et des transformations numériques qui ont été très réussies. On a retrouvé justement cette réflexion et ce balancement, en tout cas une adaptation numérique qui était très réussie par rapport au livre papier. Il y a même c'est même devenu un petit film d'animation qu'on peut retrouver aussi sur Internet. Et donc là, on est, je crois, en 2012 ou 2013. Ah pardon, je suis désolée, du coup, je vous ai mis 2 fois la définition de web design.
Donc je voulais vous rappeler ce qu'était le design, donc ce qui était aussi une des définitions de Bruno Munari. Donc c'est la première discipline qui cherche à créer des objets nouveaux qui soient à la fois esthétiques et adaptés à leurs fonctions. Donc il y avait aussi cette idée de créer des contenus numériques qui seraient innovants par rapport à un nouveau support. Et je vous ai mis la définition du web design qui était également une autre définition, donc connue sous le terme de design graphique, dont l'objectif était de mettre en forme des informations fournies par un site internet ou une application à travers un ensemble de contenus. Donc l'idée du design de manière générale, c'est de rendre accessible, quel que soit le support, un contenu, et c'est le travail du designer. Et c'est vrai que du côté du numérique, en tout cas sur les applications, assez rapidement, parce que ces créations, elles datent de 2012-2013, ça s'est arrêté, l'essor des applications numériques, ça s'est arrêté vers 2017-2018. Et je vous présenterai nombre de maisons qui avaient créé des applications qui aujourd'hui ont rebasculé dans le monde du papier. Parce qu'on voit bien que finalement, quand même, on ne chasse pas le livre si facilement que ça. Et on verra qu'en revanche, ces implications et ces usages numériques, ils ont eu des impacts à d'autres endroits autour du livre, sur des questions marketing, sur des questions transmédia, mais ça on le verra plus tard. Mais en tout cas, il y a eu une espèce d'artifice autour de l'application numérique qui a créé pas mal de déceptions. Et je vous remets aussi une citation de Munari sur ce qu'est le designer, parce que c'était aussi des gens qui ont travaillé sur la question, un illustrateur et un auteur d'une certaine façon d'album sont aussi des designers, les éditeurs sont aussi d'une certaine façon des designers. Et dans le monde de l'application aussi, beaucoup se posent la question de quelle interactivité, quel design adapté pour toucher les publics. Le designer est donc l'artiste de notre époque, non parce qu'il est un génie, mais parce qu'avec ses méthodes de travail, il renoue le contact entre art et grand public, parce qu'il affronte avec humilité et savoir-faire toutes les demandes de la société dans laquelle il vit, parce qu'il connaît son métier, les techniques et les moyens les plus adaptés pour résoudre les problèmes inhérents au design. Alors dans des expérimentations qui ont été très intéressantes, là on est en 2015, c'est un éditeur qui existe toujours si vous voulez aller voir, parce que je trouve que c'est intéressant de présenter ça aussi à des jeunes, des adolescents, parce que c'est pas forcément des choses qui sont connues. C'est les éditions volumiques. Alors aujourd'hui, là aussi, comme le numérique n'est pas forcément un secteur très lucratif pour eux, ils travaillent beaucoup dans le domaine du jeu de société. Donc ils ont vraiment développé un nouveau pan du côté du jeu de société. Mais donc à l'époque, ils ont expérimenté beaucoup de créations numériques qui permettaient de faire le lien entre la tablette et ensuite des objets qui étaient matérialisés. Donc là, notamment un petit jeu avec une maison et des pions. Donc la tablette se transformait en un tableau, en un plateau de jeu de société. Donc eux, ils ont vraiment essayé de toujours associer à la fois le numérique avec des objets physiques. Et c'est vrai que c'est une maison d'édition qui est vraiment dans l'expérimentation. Et son responsable, Étienne Mineur, est quelqu'un qui conçoit aussi ses créations comme des formes d'expérimentation sur ce qu'on peut faire avec le numérique. Aujourd'hui, donc en effet, il continue plutôt à faire des jeux de société qui parfois ont des prolongements via le numérique, mais qui peuvent vivre aussi de façon séparée. Et puis, finalement, on revient au livre, et c'était assez intéressant parce que les éditions volumiques, en 2016, ils sont allés faire du papier. En tout cas, ils ont laissé tomber le numérique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont lancé une collection, les dépliables. Alors là, je ne vous ai pas apporté, pourtant ça c'était facile à transporter, j'en ai. Donc c'est des petits livres qui se déplient. Alors je ne sais pas si vous voyez le journal Le 1. En fait, c'est le même principe, et donc là, qui se déplie encore plus pour arriver à une affiche. Et l'histoire, elle se raconte au fil des pages que l'on déplie, jusqu'à arriver à l'affiche, et il faut arriver à l'affiche pour que l'histoire soit complète. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est la même maison d'édition, c'est que les implications aussi, les façons de réfléchir l'histoire, le récit, la mise en scène, là ils l'ont déployé de façon très simple et très adaptée. C'est très réussi, ces 4 petits ouvrages, en format papier. Et c'est tout aussi interactif qu'une création numérique très onéreuse. Dans ce même type de création, en tout cas à cette époque-là, ce qu'il y avait aussi dans certaines créations numériques, là on quitte un peu le livre, mais c'est le numérique aussi autour des jeux de typographie.
qui sortent du livre et qui sont allés sur scène ou dans des lieux d'exposition. Là, je voulais vous présenter donc, une compagnie, c'est de deux personnes qui travaillent sur le numérique, Adrien Monod et Claire Barden. Et eux, en fait, encore aujourd'hui, ils créent des spectacles autour du numérique dans les espaces. Donc, ils font beaucoup de choses à Lyon, enfin sur demande. Là, l'idée, c'était vraiment de travailler autour de paysages abstraits avec une interaction qui se fait avec le public. Et c'était très réussi parce qu'ils sont vraiment... l'art numérique là, n'est pas du tout artificiel. Et il y a un autre spectacle. Donc là, on est dans cette idée du numérique qui sort et qui tourne encore beaucoup. C'est Pixel. C'est une création, vous voyez, ça date de 2014. Moi, je l'ai vu en décembre. Il tourne encore, notamment à Paris et partout en France. Et là, c'est très réussi parce que donc, Mourad Merzouki a complètement investi le numérique. Alors, je parle de ça aussi en lien avec la tablette pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses artificielles dans le numérique et dans les applications dans le monde du livre, mais il y a quelques créations comme ça autour du numérique qui sortent complètement de l'espace de la tablette et qui investissent des espaces. Alors après, tout est vraiment au millimètre près et ça peut parfois être raté, mais en tout cas, ces deux spectacles, et notamment Pixel, ont transformé le numérique comme une vraie valeur ajoutée pour les créations artistiques et ça tourne encore aujourd'hui. Une autre création qui a tourné notamment dans les médiathèques de Villeurbanne. Alors je crois qu'elle est encore disponible, ça c'était très réussi également, autour de l'histoire de la typographie. Typewriter, donc ça a été produit notamment par Arte et avec des étudiants des Gobelins. Et donc il y a à la fois un jeu sur tablette qui permet de découvrir toute l'histoire de la typographie. J'en parle parce qu'autour du livre, ça me semblait très intéressant aussi à explorer. Et puis, il mettait à disposition aussi pour des lieux qui souhaitaient accueillir un jeu interactif sur un tableau blanc. Là aussi, pour continuer le jeu de découverte de typographie. Donc là aussi, on est dans les années 2017 et c'est vrai qu'entre 2012 et 2017, il y a eu vraiment un foisonnement d'expériences d'éditeurs. Du côté d'Arte, il y avait là aussi des pôles innovation, que ce soit chez Arte, France Télévisions, qui étaient parfois à la fois entre le livre, la création numérique, audiovisuelle. On a eu aussi l'essor du web documentaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait aussi à l'époque le Salon du Livre et la Presse Jeunesse de Montreuil qui faisait une pépite numérique. Également, il y a la grande foire aussi internationale du livre jeunesse à Bologne avait aussi un prix dédié au numérique. Alors tout ça c'est fini, mais il y a eu cette petite période-là qui est intéressante à regarder si la revue hors cadre, si vous voulez chercher sur Internet, qui a été une bulle d'expérimentation qui encore aujourd'hui est quand même assez intéressante à regarder, entre des adaptations de livres, des créations qui aujourd'hui sont redevenues des livres alors que ça a été des créations numériques à cette époque, des innovations et des expérimentations aussi par d'autres médias et d'autres secteurs de l'industrie culturelle que sont l'édition avec Arte, France Télévisions, qui ont aussi eu des personnes qui ont innové, qui ont proposé des contenus, et tout ça a disparu et on n'a plus autant de créations parce que bien sûr c'était assez onéreux et puis le public n'était pas forcément présent, en tout cas le système économique n'était pas forcément adapté pour pouvoir rendre ces objets pérennes, mais en tout cas c'était intéressant à regarder. Une maison d'édition aussi qui s'était vraiment créée aussi initialement sur l'édition numérique, enrichie, ça s'appelait les éditions de l'imprimerie, enfin ça s'appelle toujours. Je vais vous montrer maintenant, ils ont changé un petit peu de cadre de création. Ils ont fait des livres très intéressants, notamment des versions enrichies de Maupassant et de classiques de la littérature française, qui sont vraiment très beaux, de très beaux objets livres qu'on peut lire sur tablette. Vous pourrez regarder le site de l'imprimerie. Ils ont aussi fait des créations originales comme ce livre-là, là aussi, qui est très réussi, très beau. Pérec aussi, ils ont fait des enrichissements autour de l'œuvre de Pérec, en partenariat avec les éditions Julliard. Donc là, dans Retour à Béziers, c'était une création autour d'un livre qui a aussi une version papier, pour enrichir aussi cet ouvrage de petits moments documentaires et de photographie, de son. Donc c'est vraiment aussi dans des expérimentations qui sont très réussies. Là aussi, toujours financées par d'autres secteurs et d'autres industries culturelles, comme France TV et puis la région, parce que c'est aussi très, très onéreux. Et aujourd'hui, j'ai revérifié,
maintenant, c'est une maison d'édition qui fait des livres et qui met en avant. Parce que là aussi, le modèle économique du livre numérique, alors elle continue, c'est une équipe de 3 jeunes femmes. Elle continue à faire des formations ou à faire en tout cas en freelance du travail pour des structures, pour faire des contenus numériques, mais sinon elles ont basculé, en tout cas elles sont revenues au livre papier. Et là il y a beaucoup d'éditeurs aussi qui viennent du numérique, qui maintenant soit associent applications numériques avec des livres papier, soit même on fait des versions papier de ces versions numériques. Ce qui est intéressant, c'est que ces éditeurs-là ont quand même gardé la question de l'interactivité, la façon de penser l'objet livre, notamment l'ouvrage Ma maison à la mer. En fait, elles l'ont pensé comme un leporello. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le principe du leporello, mais qui se déplie à l'infini. La nuit des yokai, c'est un ouvrage interactif avec un système de lunettes aussi pour l'enfant, pour trouver un élément dans la page. Donc il y a quand même cette idée aussi de la part de ces créateurs qui viennent du numérique de repenser le livre comme un objet interactif et de proposer d'autres choses. Donc là aussi, c'est des démarches très intéressantes de ces maisons. Dans d'autres ouvrages, alors notamment un ouvrage qui avait été primé justement au Salon du Livre Jeunesse de Bologne, c'était en 2014, ça c'était très beau également. À la base, on a un ouvrage papier, un album argentin, un classique d'ailleurs, je crois, de la littérature jeunesse en Argentine, avec des découpes papier qui est très beau. Je ne vous l'ai pas apporté, mais c'est un très très beau livre. Et puis une version numérique qui reprend, là aussi, qui a enrichi de façon très innovante et très réussie cet album jeunesse. J'avance sur d'autres types d'exemples, notamment aussi en bande dessinée. Il y a eu beaucoup d'expérimentations en bande dessinée. Je crois que le professeur Cyclope n'existe plus, mais là en fait ils avaient trouvé un système aussi pour jouer de la façon de lire sur internet. Donc il avait créé une BD, donc c'est Vincent Pianina, qui par ailleurs est aussi un auteur en jeunesse, qui fait des albums jeunesse, qui fait aussi de la bande dessinée. Il a appelé sa BD Scroll, donc avec ce phénomène de scrolling que l'on peut faire soit à la verticale, soit à l'horizontale, en disant qu'il allait dérouler donc toute cette création et cette bande dessinée sur une seule et même ligne. Donc je trouvais ça très réussi aujourd'hui, parce que c'était pour le coup une façon aussi d'enrichir et de jouer des lectures sur la tablette. Et j'ai mis en regard un livre qui avait été créé par l'Agrume, c'est La Mégalopole de Cléa Dieudonné, qui est aussi un objet livre qui se déplie donc, et qui se lie aussi à la verticale avec ce même système de lecture qui peut être un peu plus surprenante. Dans d'autres expérimentations, il y a aussi des artistes qui viennent vraiment, on va dire, qui explorent déjà sur le papier des systèmes d'impression, d'estampes, et qui ont eu envie, alors là c'est notamment Alice Brieraca et Olivier Filippono, de travailler aussi sur la matière et de reproduire aussi, de créer des applications. On retrouve aussi ce système de matière, d'impression, d'estampes, de jeux sur la typographie. Donc là, dans cet album Renversant, qui est aussi une version papier, donc toujours dans des créations très innovantes. Et puis, on a aussi des classiques. Là, c'était aussi Itoile, qui a été un des acteurs importants aussi du numérique. Donc un ouvrage de Bruno Gibert qui avait une version papier chez Autrement, où on pouvait en fait créer un petit poème en choisissant un petit bandeau de texte. On l'a vu beaucoup aussi en librairie, cet ouvrage. Et le même dispositif a été reproduit sur la tablette et sur l'application. Et là aussi, ça fonctionnait également très bien, mais le livre marchait très bien et suffisamment en lui-même. Itoile aussi, c'est une maison qui maintenant, la plupart de ses créations numériques les propose aussi en version papier. Alors, je vous ai mis une vieille citation d'un spécialiste de l'art numérique de 1999 qui dit « La modélisation informatique ne fait plus aucune distinction entre des modalités d'expression qui jusque-là étaient par culture rigoureusement séparées. Le texte est du son comme le son est de l'image, et l'image du texte est ou de l'espace, et ou du temps, et ou du mouvement, et ou du relief.
Alors ça, c'est à mesurer justement. Je pense que beaucoup de créateurs, beaucoup d'éditeurs ont pensé que parce que le numérique permettait de mettre du son, des vidéos, de mélanger des textes, que le public allait adhérer. Et d'autres chercheurs se sont rendus compte aussi que pour des questions et des problématiques aussi cognitives, contrairement à ce qu'on peut penser, ça peut faire une surcharge aussi de contenu. Et certains expliquent aussi que c'est pour cette raison que ce n'est pas forcément des contenus qui ont fonctionné tant que ça. Notamment, il y a eu beaucoup d'études sur les applications qui étaient proposées par Gallimard, qui permettaient d'avoir des petits contes qui étaient proposés en version numérique. Notamment, je me souviens du conte de Cendrillon, et c'était l'enfer, parce que donc on avait le texte de Cendrillon, on appuyait sur le petit personnage, il y avait du son, des images qui venaient de partout, et c'était finalement assez insupportable. À la fois, on voyait la prouesse technique à l'époque, de dire oui, bon, bah, c'est super, on appuie sur la tablette et on fait tourner Cendrillon, mais ça n'apportait rien au texte. Ça n'avait aucune valeur ajoutée esthétique, littéraire, en termes de compréhension. Et ça a été un des écueils en fait, qui n'a pas été forcément évité par la plupart des acteurs du numérique, de rester finalement sur la prouesse technique et digitale, ce qui était une chose à l'époque et qui était intéressante, mais finalement le résultat fini, qui était quand même de se dire on reste sur un livre et une histoire qui n'était finalement plus compréhensible, tout simplement. Et finalement, là où le livre, dans sa simplicité, il conservait quand même cette compréhension, il restait accessible à tout point de vue. Donc finalement aussi, il y a eu un grand leurre aussi de ces innovations technologiques. Et on le verra encore aujourd'hui, parce que je ne sais pas si vous lisez des applications ou des livres sur tablette, si vous êtes féru de création numérique, mais autant on est féru parfois de réseaux sociaux ou de notre téléphone pour regarder des contenus internet, ça c'est autre chose, mais vraiment en tout cas sur des créations numériques, il y a peu de gens finalement qui sont à même de dire je lis des livres numériques enrichis ou je fais lire à mes enfants des textes sur des applications. Ça arrive finalement assez peu. Alors, je voulais aussi vous montrer une façon aussi de faire entendre des mots, des ados. D'autres façons, je ne sais pas si vous connaissez ce documentaire et puis cette série Mots d'ado qui a été lancée, qui existe encore par Irvin Annex. Alors, c'est intéressant parce qu'Irvin Annex, il a travaillé sur des cahiers intimes d'adolescents. Et il s'est dit, tiens, la plupart des adolescents, on ne sait pas trop ce à quoi ils pensent. Il a créé un web documentaire autour de récits d'adolescents, de paroles d'adolescents. Et il continue ce travail-là avec des adolescents maintenant qui filment. Et on le retrouve sur YouTube. Il a une chaîne, je crois même qu'il fait un partenariat, je ne sais plus, avec France TV pour diffuser ces paroles d'adolescents. Et c'est très pensé aussi d'un point de vue littéraire, en termes aussi de récits d'adolescence qu'on n'entend pas forcément de cette façon-là, à part peut-être si on va sur les réseaux sociaux, si on regarde des contenus qui s'intéressent aux adolescents. Surtout, il a une approche justement aussi en termes de design et graphique, puisqu'il a vraiment un projet de vidéaste et un projet artistique qui est très abouti. Et puis, c'est aussi un projet qui a été repris par les éditions Hachette, qui en ont fait un documentaire pour revenir aussi sur les grandes problématiques qui ont été énoncées par ces adolescents dans ces contenus transmédia. À la base, c'était donc aussi cette autre mode autour du numérique, était le web documentaire. Il y a eu pas mal, donc, outre les applications, des contenus qui ont été créés parfois à partir de livres ou de livres qui étaient associés à un web documentaire ou un ouvrage. L'idée des web documentaires par rapport aux applications, c'est que ce sont des contenus qui étaient accessibles avec une simple connexion Internet. Il y avait une interactivité, mais limitée. Et surtout, l'idée, c'était de garder quand même vraiment un récit assez long avec de la vidéo et puis la possibilité de choisir les rubriques que l'on souhaitait lire notamment. Il y a eu un web documentaire qui était très réussi, je crois qu'il est encore accessible. C'est Anne Frank au pays du manga. Je ne sais pas si vous l'avez connu, c'était aussi un livre. Parce que ça, c'est un trait, c'est aussi un ouvrage, et je ne sais plus, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer ça. Et ça revient sur le personnage d'Anne Frank, qui est
qui est souvent mis en scène dans des mangas au Japon, alors qu'en fait, le documentaire revient sur le fait que le Japon lui-même ne reconnaît pas forcément les exactions qu'ils ont pu commettre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une fascination autour d'Anne Frank au Japon. Alors, je ne sais pas si je vais vous retrouver la vidéo du web documentaire. Ouais, peut-être ici. Il faut toujours accepter plein de trucs maintenant. Ou refuser, j'aurais peut-être dû. Non, là c'est directement le web documentaire. Je vais essayer de vous montrer le petit trailer. Je pense que c'est là. Et le livre est très très bien. Il faut l'avoir au CDI. Et je ne sais pas si la connexion internet. Bon, sinon vous regarderez chez vous, mais j'aurais aimé vous montrer. D'accord. Ouais, je vais remettre le temps de charger. Lui, c'est le dessinateur, Vincent Bourgeot, vieux copain de mes années de fac. Là, c'est Marc Saint-Sauve, caméraman et photographe. Notre amitié est née dans l'ambiance tropicale d'un débarcadère à Macao. Ici, là, c'est moi, Alain Lefkovitch. Une fois de plus au Japon, avec la ferme intention d'y comprendre enfin quelque chose. Et pour le coup, j'arrive armé, du moins équipé. Dans une main, la mémoire universelle d'Hiroshima et d'Auschwitz. Dans l'autre, le journal d'Anne Frank, que tout le monde ici connaît. En Europe, c'est interdit de publier Mein Kampf. Comment c'est possible de raconter Mein Kampf en manga? C'est quand même étonnant. 我々日本人としては一つの文学の作品だと思ってますし、これはお国柄によっては特別な意味を持っていると思いますが、一つの作品としてどういうものかというのを知りたいという気持ちに応えて漫画家にして日本人の好奇心に応えているものだと思います。これに限らず全てはそうです。C'est-à-dire que Mein Kampf et les frères Karamazov ou Conversation avec Goethe, c'est équivalent? ような扱いっていうことですか？そういうことですね。はい。Oui. Dans cette version mangaisée de Mein Kampf, Adolf Hitler prend l'apparence puissante du méchant Minos dans Goldorak. Souvent considéré en Asie comme un Gengis Khan européen, stratège et chef militaire exceptionnel, Hitler hurle, braille, gueule et aboie, les traits exagérément déformés. Toutes les ficelles du manga sont utilisées pour répondre à l'objectif de la collection Manga des Douka, ce qui veut dire apprendre avec les mangas. Sur le bandeau, cette japonaise à corte explique, les frères Karamazov en main, que les mangas permettent de lire facilement les grands classiques de la littérature. Pour l'éditeur, East Press, ce manga facilite l'étude de la personnalité d'Hitler et doit donner les clés pour comprendre les pensées qui ont conduit à de telles tragédies. Malgré les bonnes intentions affichées, la posture de l'auteur vis-à-vis de l'esthétique nazie me laisse un peu perplexe. C'est toujours disponible et c'est vraiment assez remarquable, l'ouvrage également sur l'univers du manga également. Donc là, je vous ai mis le livre interactif, une page presque blanche, parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a peu de nouvelles créations de cet ordre-là. Et en revanche, je voulais explorer une autre notion qui, elle, s'est développée, contrairement aux applications numériques, mais vous l'avez peut-être vu aussi dans le cadre de l'intervention sur le young adulte, c'est tout ce qui relève du transmédia. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le transmédia. Je vais vous dire, ne vous inquiétez pas. Alors, l'univers du transmédia, donc si le numérique n'a pas forcément été un lieu de création et d'innovation numérique, en revanche, ce qui aujourd'hui a quand même, à mon sens, complètement chamboulé
l'univers du livre jeunesse et l'univers de l'édition en général, c'est cette notion de transmédia. Cette notion de transmédia, c'est finalement on va dire, tous les à côté autour du numérique qui se sont développés depuis l'évolution de nos usages de cette culture numérique. Alors j'ai trouvé cette image qui, à mon sens, simplifiait, résumait assez bien de quoi ça relevait. C'est l'idée d'un univers, d'une histoire. C'est même ce qu'on appelle le transmédia storytelling, qui se développe sur plusieurs supports. Donc c'est un univers qu'on peut retrouver, alors on retrouve ça dans la fiction, mais de manière même plus générale aujourd'hui dans plein d'autres domaines. Ça peut être aussi du côté des politiques, des médias, c'est d'avoir une parole, un discours, si on va au-delà de la fiction, et qu'on décline dans une stratégie marketing et une stratégie de communication sur différents réseaux sociaux et différents supports. Donc là, on retrouve un petit picto qui rappelle une vidéo, une caméra, le petit oiseau de Twitter, le livre, jeux vidéo, Internet. Alors là, on ne voit pas, mais il y a Instagram et des univers interactifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas forcément eu de déploiement et de création numérique à part entière, en revanche, il y a des univers de fiction qui se développent sur tous les supports. Alors en effet, c'est pas le propre de la littérature jeunesse. Je pense qu'il y a des séries sur Netflix que vous retrouvez aujourd'hui après, qui sont adaptées de séries de livres, des séries sur Netflix qui deviennent ensuite des livres. Donc un rapport finalement à l'histoire qui se déploie sur tous les supports. Alors je voulais prendre un exemple flagrant. C'est Harry Potter qui n'en finit pas d'être un univers transmédia. Je le trouve assez exemplaire, cet exemple, parce que donc, je vous ai mis la première publication et traduction en France, donc 1997, avec cette couverture qui rappelle vraiment qu'on est dans un ouvrage jeunesse, voire même très jeune, initialement un folio junior qui s'adressait aux 9-10 ans. Et puis on regarde donc un film que je n'ai pas vu, parce que j'ai adoré Harry Potter et j'ai tout lu, mais je ne suis plus tous les univers transmédia associés. Qui est lié à cet univers et qui est sorti en avril 2022, Les Secrets de Dumbledore. Donc avec cette idée, il y a eu aussi les animaux fantastiques au cinéma, on a aussi tous les livres, on a aussi le parc d'attractions en Angleterre, si vous avez eu l'occasion d'y aller. Et les éditions Gallimard, encore aujourd'hui, je crois que tous les ans à Noël, arrivent à sortir ou un jeu de société, ou un livre pop-up, ou un nouveau roman de J.K. Rowling. Mais on est vraiment dans cet univers transmédia dans toute sa splendeur et qui fait qu'encore aujourd'hui, les enfants continuent de lire Harry Potter. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est parce que c'est devenu un classique que ça continue d'être vraiment une manne financière pour Gallimard? Est-ce que c'est aussi enrichi par le fait que cet univers transmédia fait que ça se rappelle à l'esprit de tous les consommateurs et de tous les lecteurs sans arrêt, puisqu'on ne peut pas ne pas avoir des évocations d'Harry Potter dans une année depuis 1997, donc on est quand même sur un phénomène qui est très long. Et même quand on fait des recherches aujourd'hui, alors ça c'est aussi valable si vous avez évoqué le young adult sur Internet, sur Google Images, quand on cherche Harry Potter, aujourd'hui on ne voit non pas les couvertures de romans, mais on voit les acteurs, on voit les affiches de films, les acteurs de films, et il y a beaucoup d'univers young adult. On a eu le même phénomène aussi autour de Twilight à l'époque, d'Hunger Games. Donc toute cette littérature adolescente young adulte, où finalement, parfois même des gens ne savent pas qu'il y a un livre qui est associé à cet univers, tellement on a basculé sur cet univers transmédia, qui est aussi une dimension marketing très forte des maisons d'édition, puisque ça permet en effet de sans cesse relancer une histoire, un récit, et d'en faire un objet qu'on décline sur tout type de support. Donc voilà. Après, il y en a plein d'autres. J'ai pris cet exemple-là parce que je le trouve assez représentatif de ce qu'est le transmédia. Dans d'autres univers transmédia aussi aujourd'hui, et dans le secteur de l'édition, donc on voit bien que le numérique, donc s'il n'était pas présent dans la création, en tout cas il est présent en termes de communication et de marketing. C'est ce lien aussi aujourd'hui qu'il y a entre les réseaux sociaux et les publications papier. Donc il y a beaucoup de maisons d'édition, je crois que toutes maintenant, qui font une veille aussi sur Instagram, sur YouTube, pour repérer des contenus qui pourront ensuite faire l'objet d'un livre, en se disant, sachant qu'en moyenne un ouvrage dans l'édition se vend entre 2000 et 5000 exemplaires, si on veut faire un best-seller,
toucher un public qui suit une personne sur les réseaux sociaux qui a 100 000, 200 000 followers, c'est avoir la garantie de vendre beaucoup de livres. Donc pour les éditeurs, c'est de toute façon cette volonté-là en fait d'aller parfois même créer en fait vraiment des ouvrages sur un contenu, enfin j'allais dire assez inepte parfois, un peu toujours. Il y a aussi des choses très intéressantes sur les réseaux, mais là je vous ai mis l'exemple de Morgane Hortin, qui continue d'ailleurs d'éditer, mais pas avec le même succès qu'avec Amour solitaire, qui avait créé un compte avec des extraits de phrases qu'elle reprenait de personnes qui, après des ruptures amoureuses, elle les remettait sur les réseaux sociaux et son compte a été très suivi. Et donc, il y a eu un ouvrage ensuite chez Albin Michel. Après, les exemples sont nombreux. Si vous êtes sur Instagram ou sur des réseaux sociaux, on les retrouve aussi au-delà de comptes ados, littérature jeunesse, des personnes qui sont sur Instagram avec des comptes de cuisine, des comptes de développement personnel. Très souvent, on va avoir des livres associés. Également, Léna Situation, qui a été aussi un gros succès, qui s'est très bien vendu. Et donc, il y a des éditeurs qui se positionnent sur ce marché-là, donc sur ces réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'Instagram est vraiment ce réseau social qui est vraiment associé au livre aujourd'hui. Même les éditeurs l'investissent beaucoup plus pour toucher les lecteurs. Donc, ça interpelle parce que Instagram, c'est un réseau de l'image. Donc, ça pose aussi la question aujourd'hui par le numérique. Et cette question-là, moi, elle me semble importante quand on travaille avec des jeunes autour du livre. C'est qu'aujourd'hui, on a cette impression que pour parler d'un livre, il faut en parler en images. J'allais dire, même c'est un peu antinomique, mais en tout cas, il faut créer de l'image autour des livres pour pouvoir toucher le public, qu'il soit petit ou plus grand, et que la question de l'image aujourd'hui, elle est en train aussi de remplacer le poids des mots, de la parole. Ça, c'est un autre, c'est Serge Tisseron aussi qui dit cela beaucoup, c'est que la culture du numérique a remplacé est en train de s'associer à la culture du livre, et qu'aujourd'hui on a un public qui est très attentif à la culture de l'image, alors que notre époque, quoique certaines d'entre vous sont très jeunes, donc vous êtes à la lisière, mais il y a en tout cas un autre public qui sera plus sensible à une façon de communiquer par l'image, alors qu'on est encore, nous, régis par le texte et par les mots. Et ça, c'est vraiment un des impacts du numérique et de la vidéo aussi, sur le fait aussi de se sentir obligé parfois, même avec des jeunes, de faire des projets interactifs avec de la vidéo, des images. Dans d'autres phénomènes aussi qui sont assez saillants, c'est aussi toutes les plateformes qui sont développées. Alors ça, c'est vraiment lié à des publics adolescents, mais pour lire en ligne. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Wattpad. Ça a été une des premières plateformes qui permettait à des adolescentes, souvent très jeunes, hein, enfin, puis c'est souvent des femmes, hein, on est quand même, il faut être réaliste, d'écrire sur cette plateforme des textes et d'être lus par d'autres personnes. Donc Wattpad, ça vient du Canada. Ça date de 2012, il me semble. Alors ça a aussi un équivalent en France. Il y a un éditeur comme Hachette qui très souvent et assez régulièrement encore maintenant publie et édite des jeunes femmes qui sont d'abord publiées sur Wattpad, qui sont lues parfois par 200 000, 300 000 jeunes femmes, autres jeunes femmes qui lisent sur le téléphone, parce que ça se lit beaucoup en série. Et puis, donc, Hachette, après, fait tout un travail, des amis qui travaillent sur ces textes-là, qui récupèrent ces textes, qui sont souvent bourrés de fautes, qui sont un petit peu stéréotypés, et qui les retravaillent pour en faire un ouvrage d'édition en littérature ado. Là aussi, c'est un marché assez lucratif, puisqu'ils peuvent espérer que les lectrices de la plateforme feront ensuite l'acquisition de l'ouvrage. Par ailleurs, c'est un vrai travail d'édition aussi, d'accompagner une jeune femme qui édite sur cette plateforme, pour ensuite améliorer son texte et son écriture. Et on a quand même des exemples de jeunes femmes qui continuent à publier par la suite. Donc il y a Wattpad et il y a d'autres applications. Il y a par exemple l'application Dors qui permet, en fait, et la communication, c'est vraiment d'être sur du Netflix littéraire. De dire sur votre téléphone, vous pouvez lire en série. Alors moi, je lis pas en série. Autour de moi, j'ai pas forcément d'adultes qui lisent en série. Je sais qu'en effet, après, c'est une pratique qui peut se faire chez les plus jeunes, mais je trouve que c'est intéressant aussi ce que dit le numérique dans notre rapport à la lecture aujourd'hui et ce qui peut en être attendu. Donc, d'une part, le poids de l'image, et puis le fait de dire qu'on lit des textes courts, le temps d'un trajet de métro,
le temps d'un bus pour aller au lycée, au collège, et qu'on est sur des rapports aussi qui évoluent à la fois en termes de lecture, mais aussi en termes de contenu, parce qu'on est aussi dans la valorisation aussi d'une littérature, j'allais dire, plus populaire, et c'est pas du tout péjoratif, mais c'est aussi l'essor de tout ce qui est la romance, texte fantastique, qu'on retrouve aussi dans la littérature young adulte, mais là qui est vraiment affirmé et confirmé par ces pratiques de lecture. Après, c'est aussi, quand je parle de genre populaire, c'est aussi ce qu'on retrouve aussi sur Netflix, mais d'être aussi accroché par des contenus rythmés et puis qui vont toucher un large public. Et puis, alors ça c'est saillant, je vous en parle aussi en connaissance de cause parce qu'à la charte des auteurs se pose la question de recevoir aussi les publics auto-édités. Et parce que beaucoup des auteurs se disent aujourd'hui que la solution aussi pour sortir d'un marché du livre qui devient de plus en plus concentré, je pense que, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le rachat de Bolloré qui va générer une très grosse concentration dans le monde de l'édition, donc il fait que Bolloré va quand même détenir, je ne sais pas si on n'est pas loin de 70% ou 60% des maisons d'édition et des médias. Il y a beaucoup d'éditeurs et d'auteurs qui sont un peu effrayés par ce phénomène de concentration. Beaucoup d'auteurs qui aujourd'hui, en effet, trouvent qu'il leur est difficile de vivre de leur plume et qui commencent à se poser la question aussi, et voilà, des auteurs aussi qui éditent en parallèle, même qui commencent à le faire, de l'auto-édition. Alors ça, c'est un phénomène intéressant là aussi à plusieurs égards. Là aussi, c'est le numérique qui a permis cet essor et la facilité de publier en ligne. Ce qui est intéressant, c'est de voir la part de l'auto-édition, qui aujourd'hui, j'ai vérifié, c'est 20% du dépôt légal à la BNF. Ça, c'est intéressant de regarder le dépôt légal à la BNF parce que vraiment, il répertorie tout ce qui se publie en papier et en ligne. Donc ça permet de voir quel est ce marché. Alors nous, à la charte des auteurs, comme on va certainement, alors pas cette année, mais à partir de l'année prochaine, pouvoir accueillir parmi nos membres des personnes qui sont auto-éditées, ce qui est quand même un vrai bouleversement sur ce que ça dit aussi sur c'est quoi un objet livre, qu'est-ce qui légitime un objet livre, est-ce que c'est sa publication par un éditeur, est-ce qu'on peut se passer de l'éditeur, parce que ça veut dire aussi que l'auteur et l'illustrateur fait tout lui-même et qui passe par des plateformes d'auto-édition, sachant que la plus connue notamment est Amazon. Ça pose aussi la question, est-ce que ça va impacter durablement la chaîne du livre, que ce soit du côté de l'album mais aussi du roman, si tout le monde s'auto-édite. Est-ce que ça va faire qu'il y a quand même une qualité qui va se perdre aussi par rapport à ces publications en auto-édition? En tout cas, c'est vraiment plus que les créations numériques, une évolution qui est en train de se dessiner. Alors, il y a l'auto-édition classique, assez seule, qui se fait de cette façon-là, mais il y a aussi tous les collectifs d'éditeurs qui se rassemblent ou des collectifs d'auteurs qui font de l'auto-édition aussi à la marge, je pense et pas forcément en numérique, mais sur des fanzines, ou qui se réunissent en association pour faire des ouvrages aussi à tirage limité et sortir d'une chaîne du livre qui est pour eux finalement peu intéressante, parfois contraignante en termes de création. Et surtout qui est peu lucratif pour eux sur le long et le moyen terme. Donc ça, c'est vraiment un point à avoir à l'esprit, sachant que c'est un marché qui est peu étudié et finalement, c'est assez peu... il y a peu d'études, enfin, j'ai cherché sur ce secteur-là, donc on ne sait pas trop ce qui est publié. Alors il y a des choses en sciences humaines, de la romance, beaucoup, mais il n'y a pas de panorama global du marché de l'auto-édition, à part le travail qui est fait par le dépôt légal de la BNF sur ce secteur-là. Et bien sûr, il y a eu des gros succès qui ont été repris par les éditeurs. Alors, un des autres gros enjeux, c'est l'écologie. Alors, la question de l'écologie, nous, par exemple, à la charte, elle émerge aussi du côté des illustrateurs. Il y a vraiment des illustrateurs ou des auteurs aujourd'hui qui disent « Moi, je ne veux pas être imprimé en dehors de France ou en dehors de l'Europe ». Alors, c'est compliqué sur l'album jeunesse, notamment. Je vous ai apporté, d'ailleurs, bon, on verra, mais sur les ouvrages des grandes personnes qui font des livres pop-up, tout est imprimé en Chine. Mais on a vraiment aujourd'hui des illustrateurs qui disent « Moi, je n'irai pas chez un éditeur si je suis imprimé au-delà de l'Europe », en disant « C'est un parti pris en engagement écologique aussi que je souhaite avoir, quitte à ne pas être publié. »
Et vraiment, c'est des démarches qui commencent à apparaître de façon assez évidente. L'écologie, c'est aussi un enjeu du côté du syndicat national de l'édition. Il y a des groupements d'éditeurs aussi qui se rassemblent pour réfléchir à finalement améliorer la chaîne du livre, sachant que au-delà de la question seule de l'objet et du papier, c'est plutôt une problématique de surproduction. On est dans un marché aujourd'hui, et ça va, je pense, s'empirer avec la concentration, mais qui fait qu'un éditeur, et tous les éditeurs moi, pour lesquels j'ai travaillé en freelance le disent encore aujourd'hui, c'est qu'on n'arrête pas de surproduire pour rester visible. Et on sait que ça porte préjudice quand même à l'écologie, à l'économie, aux libraires, à l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. En revanche, il est difficile de casser ce système pour rester visible sur les rayons des librairies. Donc il y a un système vertueux à mettre en place qui est assez compliqué à mener. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de titres qui restent peu visibles en rayon et on voit bien qu'on a un moment charnière de cette réflexion. Le Centre national du livre, l'année dernière, a lancé un grand travail transversal avec des associations d'auteurs, des éditeurs, des acteurs du livre pour rédiger une charte des valeurs avec la prise en compte de ces enjeux, à la fois donc de l'écologie, c'est-à-dire quels conseils on peut donner à des acteurs qui veulent être soigneux de la question de l'écologie. Alors pas uniquement pour les éditeurs, hein, le Centre national du livre, c'est aussi des préconisations qu'il fait pour les salons et pour tous ceux qui seraient amenés à solliciter une bourse auprès du Centre national du livre en disant mais qu'est-ce qu'on fait pour faire attention à l'écologie? Et il n'y a pas que l'écologie, il y a la question de la diversité et des violences sexuelles et sexistes dans le monde de l'édition. Donc on voit aussi qu'on a un moment, mais qui fait aussi écho à notre société de bascule, alors pas forcément de mise en œuvre pour le moment, mais en tout cas de réflexion sur comment on peut améliorer les pratiques sur ces différents domaines. Soyons honnêtes, hein, le syndicat national de l'édition fait beaucoup d'affichage, mais il ne se passe pas grand-chose en termes écologiques. Ça change et je pense que ça va bouger du côté des auteurs et des illustrateurs, du côté des festivals, du côté des structures et des personnes qui accueillent les auteurs, qui eux quand même exigent qu'il y ait une plus grande attention qui soit portée aux livres. Je pense aussi dans la consommation. Moi, personnellement, maintenant, je suis attentive, j'achète moins de livres, je vais plus en bibliothèque. Donc ça va poser aussi des questions de comment finalement peut-être il faudrait envisager de produire moins et de rémunérer plus les acteurs de la chaîne du livre via les structures où on peut emprunter des livres. Donc peut-être des questions vont se poser aussi sur le droit de prêt. Est-ce que c'est pas là qu'il faudra augmenter aussi les sources de revenus pour préserver l'écologie? Puisque c'est en effet, il faudra quand même trouver un système économique viable pour l'ensemble de ces acteurs si on va sur d'autres modèles. Mais on en est uniquement au stade de la réflexion. Alors je vous invite à consulter une revue qui a été très importante et assez récente dans les réflexions initiées autour du livre. C'était en mai 2021, donc Silence, c'est une association très engagée qui pose justement ces questions-là, comment imaginer un monde alternatif. Ils ont fait un numéro sur les nouvelles façons de penser la politique, la démocratie, sur le fait de démilitariser notre vision de la société. Ils ont fait un superbe numéro sur la question de l'écologie du livre, en évoquant notamment quelles sont les façons d'envisager un nouveau rapport au livre, en le conservant, parce qu'en effet, après, c'est un objet, si la surproduction est restreinte, si on prend en compte aussi les questions de recyclage, qui peut quand même être un objet qui ne nuit pas tant que ça à notre écologie, et sur cette idée de créer des cycles autour du livre qui soient plus vertueux. Donc ça, c'est une innovation récente. Il y a une structure aussi, c'est Mobilis. Mobilis, c'est le Centre régional du livre de Normandie. Non, c'est pas Normandie. Nantes, pardon. Aidez-moi, Mobilis à Nantes. Loire-Atlantique, voilà, parce que vous voyez, ma géographie n'est pas bonne. Mobilis, ils ont lancé un grand dispositif de réflexion donc avec tous les acteurs de la chaîne du livre sur les questions d'écologie, mais en prenant des éditeurs locaux, des bibliothèques départementales, des salons, pour se dire on réfléchit à la question de l'écologie dans le livre, auprès des acteurs du livre, sur notre région. Ils ont même eu des financements de l'ADEME pour penser ça sur 4-5 ans. Et c'est vraiment un des centres régionaux du livre qui en a fait un objet de réflexion. Alors vous, je ne sais pas comment
vous abordez la question de l'écologie, parce que bien sûr, l'écologie, elle est abordée à travers des livres qui disent comment protéger notre planète, mais comment penser même ces actions autour du livre en question avec l'écologie, c'est compliqué aujourd'hui, et ça risquerait de générer moins d'acquisition de livres pour vous, donc ce qui est aussi problématique, mais comment on fait vivre un livre, comment aussi on fait en sorte de respecter l'environnement. Et puis du côté des éditeurs, on a beaucoup de labels qui qui permettent quand même de faire en sorte que l'industrie du livre ne soit pas trop nocive. Donc avec des labels qui permettent aussi de poser la question donc d'où vient le papier, la question en effet du recyclage, du suivi énergétique, l'étiquetage carbone. Et puis il y a même des éditeurs qui aujourd'hui se sont rassemblés. Alors c'est des petits éditeurs, c'est pas des gros groupes, mais des petites maisons d'édition qui sont rassemblées en association, les éditeurs écolo-compatibles, et qui très régulièrement se posent les questions autour de l'écologie, sachant que c'est pas uniquement les questions de papier ou d'impression, dans un lieu d'impression, mais c'est aussi en effet plus globalement comment on pense la distribution de son livre, quel tirage le plus juste, quel texte mérite réellement d'être ou non publié et mérite d'être imprimé sur un format papier. Mais on est vraiment là sur des questions émergentes, et malheureusement, comme tout ce qui concerne l'écologie aujourd'hui, tout le monde dit oui, mais la mise en œuvre impacterait tellement l'économie et les acteurs de la chaîne du livre qui quand même, au final, veulent faire du profit pour les gros groupes, en tout cas. Voilà, je pense que ça viendra des petites maisons d'édition et qu'il faut suivre, mais c'est un des enjeux importants de la chaîne du livre, donc avec, comme je vous disais, la question de la diversité et je voulais, alors j'en ai pas parlé, je voulais vous montrer 2 ouvrages sur la matérialité du livre aussi, parce que quand même on voit bien que les applications numériques n'ont pas forcément décollé. En revanche, tous les éditeurs, alors que ce n'était pas forcément le cas avant, depuis depuis 2015 maintenant, et je pense aux éditions Les Grandes Personnes, ont vraiment investi. C'est une des caractéristiques de l'édition et de la création française. On le voit quand même avec nos auteurs et illustrateurs jeunesse, et quand on va à Bologne, on voit que d'autres éditeurs ne sont pas aussi forts que nous là-dessus. Mais sur des objets livres, avec le pop-up qui est vraiment devenu quelque chose à la mode, avec des salons, des collections de livres pop-up. Donc voilà, je voulais vous montrer celui-ci parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'il émerveille les petits et les grands. Et les petits ne le touchent jamais. C'est un des grands succès, mais en effet, c'est en termes d'écologie. Et puis, d'un point de vue du respect de l'environnement, c'est imprimé en Chine à bas coût. Donc ce n'est pas un succès. Et puis dans d'autres aussi développements transmédia, ce que je voulais aussi vous montrer, mais je pense que vous connaissez peut-être, mais c'est l'usage aussi de la bande dessinée qui est vraiment en lien aussi beaucoup maintenant avec le documentaire et l'actualité. La bande dessinée qui est un outil par rapport à la bande dessinée qu'on connaissait franco-belge basique. Aujourd'hui, on a beaucoup d'illustrateurs de bande dessinée qui mettent en scène des sujets d'actualité. Là aussi, c'est aussi quelque chose qui vient du numérique, et de penser la bande dessinée comme un outil qui peut mettre en scène des sujets complexes de sociologie, d'actualité, politique. Et ça fait partie de ces apports du transmédia que je trouve très intéressant, parce que ça rend accessible, et il y a aussi Topo qui est accessible pour les ados. Mais bon, peut-être que c'est les adultes qui pensent que les adolescents... C'est ça, je savais que vous alliez dire ça. Moi, j'adore, mais en effet, je ne pense pas que ce soit lu par les ados. Voilà, je vous ai fait un tour en 1h30 de cette question du design, des enjeux du numérique. Comme je vous disais, c'est vrai qu'à la Charte, aujourd'hui, l'enjeu ne se fait pas tant sur la création numérique, mais que c'est de nouvelles façons d'éditer, de publier. L'auto-édition, l'écologie, c'est des questions... en tout cas du côté des créateurs qui sont devenus vraiment des enjeux importants.